magazine du samedi. RVVS 96.2. 13h, 14h, reportage VIP. Bonjour à tous, vous écoutez Reportage VIP comme tous les samedis de 13 à 14h sur RVVS 96.2 FM et sur internet au www.rvvs.fr. On n'oublie pas également la page Facebook de la radio. Un petit bonjour à Florent qui est à la régie aujourd'hui. Et oui, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est Reportage VIP aux couleurs en faveur de l'agroécologie et nous recevons Théo et Sarah qui vont animer l'émission. Bonjour. 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 Merci de nous recevoir sur RVVS pour cette émission en ce samedi. Et donc au programme cette semaine, on va aborder l'agroécologie. Donc est-ce qu'on peut nourrir la planète avec l'agroécologie? On va développer plusieurs parties avec ma collègue Sarah. Donc on va se présenter premièrement. Je suis étudiant à l'université de Cergy-Pontoise en tourisme international. Donc voilà. Et moi je suis également étudiante à l'université de Cergy-Pontoise mais en commerce international. Voilà. On est sur le projet radio et on est très heureux de développer ça avec vous aujourd'hui. Et en plus de manière transversale, puisque les tourismes et les commerces sont rassemblés. Voilà, exactement. C'est ça. Pas de jaloux. Guillaume. Donc on va évoquer aujourd'hui justement l'agroécologie. Pourquoi voudrait-on changer la culture intensive, les conséquences environnementales et humaines? On va parler de Monsanto notamment. Tout à fait. On va évoquer aussi ce qui empêcherait justement l'agroécologie de prendre un peu la place de tout ce qui est la culture intensive et la monoculture. Donc les modes de vie, les politiques, etc. On va voir qui développe l'agroécologie en monde ou en France. Et justement la question, peut-on nourrir toute la planète avec l'agroécologie? Et puis on terminera par une petite conclusion. Et on va partir maintenant sur le point numéro 1. L'introduction donc sur qu'est-ce que l'agroécologie. C'est un terme donc que ce n'est pas tout le monde qui connaît ce terme, donc je vais vous le définir. Donc l'agroécologie, c'est une façon de concevoir des systèmes de production qui s'appuient sur les fonctionnalités offertes par les écosystèmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle amplifie les écosystèmes tout en visant à diminuer les pressions sur l'environnement et simplement préserver les ressources naturelles. Donc on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre et également limiter le recours aux produits phytosanitaires. Il s'agit donc d'utiliser au maximum la nature comme facteur de production et en maintenant au maximum ses capacités de renouvellement. Tout à fait. On peut également faire un rapprochement sur l'agronomie. Donc l'agronomie, c'est l'agroécologie et son système économique. Donc c'est l'étude des relations entre les plantes cultivées, le sol, le climat et les techniques de culture, dont les principes régissent de la pratique de l'agriculture, mais pas de façon industrielle. Voilà. Donc ce sont des techniques économiques qui doivent améliorer nos performances environnementales. Également, l'agroécologie en bref, ce serait donc une meilleure gestion de l'eau, un reboisement, une lutte contre l'érosion de la biodiversité et du réchauffement climatique, ainsi que du système économique et social, donc améliorer les relations de l'humain avec l'environnement. Voilà. Meilleure gestion de l'eau, il faut rappeler que l'agroécologie est essentielle à ce niveau-là, puisque l'agriculture intensive est très consommateur d'eau. Beaucoup d'eau sont utilisées par pour la culture du maïs notamment. La culture intensive. Et ça, c'est un vrai problème de société dans une situation où on va avoir de plus en plus d'habitants, de besoins en eau. On perd énormément d'eau à travers l'agriculture intensive. Et on parlait aussi de diminution des effets de serre, et bien c'est aussi favoriser les circuits courts pour le coup. Exactement. En fait, ce serait plus favoriser les circuits courts pour qu'ensuite ça puisse s'étendre au niveau national et peut-être international. Voilà. Mais il est vrai qu'une pratique de production agroécologique devrait être raisonnée au cas par cas, car chaque territoire a des conditions climatiques différentes. Exactement. Et également l'objectif de l'exploitant qui peut être différent d'un territoire à l'autre. Tout à fait. Donc en fait, on voudrait un déploiement des cultures humaines. Donc on a besoin de l'homme, que ce soit du nord jusqu'au sud, pour justement que des pays entiers puissent accéder à l'autonomie alimentaire. Donc nourrir sa famille, sa communauté, c'est le fondement de toute culture. Ouais. Jean-Louis, toi, tu as un sujet sur le déplacement également, le déplacement écologique. Oui, on s'est intéressé au salon du taxi, donc effectivement, c'est pas très écologique, mais dans la mesure où Anne Hidalgo, maire de Paris, souhaite la fin du diesel à Paris en 2020,
beaucoup de taxis étant équipés de diesel, on s'est posé la question de savoir qu'est-ce que deviendrait cette profession. Et effectivement, on a trouvé des solutions alternatives. En plus, Ségolène Royal annonce pour un projet de bonus écologique pour celui qui achèterait une voiture, qui échangerait sa voiture diesel contre une voiture électrique. Bonus de 10 000 €, donc c'est pas inintéressant. Notre coup de gueule un petit peu, parce qu'on est un petit peu râleurs, les Français, eh bien, c'est de voir les taxis n'ont pas beaucoup évolué quand même dans ce sens par rapport à d'autres pays. Je pense à l'Espagne. Si on regarde une ville comme Séville, il n'y a quasiment que des taxis hybrides. Donc on est quand même exemplaire. Il faut faire attention d'ailleurs dans les rues piétonnes, dans les petites rues de Séville, quand vous traversez, vous risquez de vous faire renverser parce qu'on ne les entend pas. Mais en tout cas, on a des véhicules quand même propres, beaucoup plus propres, qui sont des véhicules connus. C'est des Toyota hybrides Prius, la plupart. Voilà, l'expérience qu'on a vue donc dans ce salon des taxis qui a eu lieu le week-end dernier, c'était l'expérience Tesla. Tesla, c'est une voiture électrique qui malheureusement est chère, trop chère pour des taxis, notamment les actionnaires de taxis. C'est ce que pense aussi chez Alpha Taxi, par exemple, qui voudraient bien s'équiper de voitures comme ça. Mais pour des jeunes qui s'équipent en taxi, c'est quand même des voitures qui coûtent 60 000 €. Donc, par contre, pour un taxi qui a acquis sa licence et tout, il y a déjà la possibilité de mettre à peu près la même valeur pour acheter une grosse berline. Donc, c'est peut-être des solutions un petit peu alternatives. En plus, ils récupèrent la TVA, donc c'est faisable. Avec un petit bonus, bon, ça pourrait faire. Reste quand même le problème de l'autonomie. La Tesla, par exemple, on a la chance d'avoir des batteries qui sont et des bornes de recharge rapides. On recharge maintenant 500 km en 1 heure, 250 km en 20 minutes. Donc ça donne quand même une aisance pour utiliser cela. En plus, on peut gagner jusqu'à 8... Un taxi pourrait réaliser jusqu'à 8 000 € d'économie en carburant. Donc ça, c'est quand même bien. La critique, c'est quand même, notamment, là, j'ai vu des tests sur l'officiel du taxi. Notre confrère a retracé un petit peu des interviews de taxi. Et ceux qui sont en province disent non, on peut pas. Si on met le chauffage, la clim, etc., on n'a pas d'autonomie. C'est pas encore faisable. Voilà. Donc deux avis très différents. Les Parisiens qui disent oui, ça devient possible si on nous met des bornes rapides, de rechargement rapide. Et puis les autres qui sont en province qui disent non, nous, 250 km d'autonomie, c'est pas possible. Voilà. Est-ce que nous sommes revenus du temps où on utilisait de l'éthanol qui est issu des produits agricoles pour pouvoir rouler ? Alors ça, c'est pour le Brésil, ils roulent tous à l'éthanol. Hein. Mais en France, on a essayé de le développer. On a essayé, mais ça marche pas beaucoup. Ça a une conséquence directe sur les matières premières. La solution, ça serait plutôt l'hydrogène. L'hydrogène, parce que l'eau coûte rien. Simplement, il faut quand même des pompes à hydrogène et tout. Et là, Total, vu les profits qu'ils font, autre premier grand pétrolier, pour ne pas citer, des gros groupes comme ça ne sont pas pressés de mettre ça en place. Parce que, ma foi, même s'ils ont essayé d'en mettre un petit peu, ça fait un petit peu comme le GPL. Ce sont des expériences, des investissements coûteux. Pour eux, perdre de l'argent. Donc, c'est pas très motivant ni pour eux. Mais par contre, ça serait la solution, l'hydrogène, je pense. Théo et Sarah, ça nous laisse une place pour l'agroécologie si on n'utilise pas les produits agricoles pour pouvoir rouler. Parce que ça, c'était une fâcheuse tendance qui augmentait le prix des ressources, des matières premières. Et pourquoi la population dans certains pays ont de plus en plus de mal à se nourrir. Quand on flambe des champs de canne à sucre, non pas pour manger, mais pour rouler, oui. On en devient dans une absurdité réelle. Et là, l'agroécologie reprend encore plus de sens. Exactement. À nos yeux. Oui. Tu voulais ajouter sur les moyens de production ? L'agroécologie qui revisait les systèmes de production en profondeur, donc reconcevoir tous les systèmes de production. Mhm. Donc nous, on voulait également aborder le sujet de pourquoi on voudrait changer cette culture intensive. Donc on sait qu'il est possible de reproduire les mêmes techniques et même le même rendement, voire plus de rendement de l'agriculture tout en prenant soin de l'environnement. Ce mode de production actuel bouleverse notre écosystème au niveau mondial. Il y a beaucoup trop de pollution et c'est un gâchis planétaire.
Et du coup, cette culture provoque des conséquences négatives à 2 niveaux principalement. Donc d'un point de vue environnemental, on va voir la destruction de la terre qui s'attaque justement, l'agriculture intensive s'attaque à la couche supérieure du sol appelée l'humus. Donc cette couche qui présente des éléments nutritifs indispensables à la culture de végétaux et surtout qui peut libérer des éléments toxiques si elle est abîmée. Exactement. Donc il y a également une utilisation des engrais à base de pétrole, donc c'est très nocif pour ce humus et ça tue tous les micro-organismes. Donc tous les abus de production et du non-respect des espaces naturels. Par exemple, on a des exemples sur l'Amazonie avec la déforestation. Donc c'est un grand bouleversement mondial des écosystèmes et de la biodiversité. Et en Indonésie où énormément de parcelles sont rasées pour seulement implanter de l'huile des palmiers pour produire de l'huile de palme au niveau mondial, international. Et également d'un point de vue humain, donc il y a également des conséquences négatives sur la santé des consommateurs de ces produits issus de l'agriculture intensive. Et si tu as également quelque chose à ajouter ? On voulait justement aborder le thème de Monsanto, qui est donc aujourd'hui le numéro 1 en termes d'agriculture industrielle intensive. On va faire un petit récapitulatif sur l'histoire de Monsanto, qui ils sont. Donc auparavant, dans les années 40, c'était une entreprise qui était spécialisée sur la production de plastique, polystyrène et fibres synthétiques. Il faut savoir aussi qu'elle a été productrice de saccharine, de vanilline et de caféine pour Coca-Cola dans ces années-là. C'est plus tard, beaucoup plus tard, que cette entreprise américaine va s'orienter et devenir le numéro 1 dans le domaine de l'agriculture. Donc comme on vient de le voir, Monsanto c'est une grande multinationale qui met consciemment en danger la santé des êtres humains et donc des consommateurs. Tout à fait. Donc en 1955, on avait ces engrais à base de pétrole qui détruisaient ces micro-organismes. Et l'exemple le plus frappant avec Monsanto, ce serait sûrement la guerre du Vietnam dans les années 60-70 avec les Américains, où justement Sarah va nous expliquer ce qui s'est un petit peu passé là-bas. Durant cette guerre, les soldats américains utilisaient un désherbant qui a utilisé l'agent orange. Tout à fait. Il est ultra toxique et nocif pour l'homme et l'environnement. Et de ce fait, 3 millions de soldats américains ont connu le cancer. Et parmi leurs enfants, 500 sont morts directement et 400 000 subissent des malformations physiques et mentales. Donc des conséquences très graves. Tout à fait, tant sur les Américains que sur les Vietnamiens. Voilà. Guillaume, tu avais également quelques notes, quelques idées sur l'histoire de l'agroécologie. Parce que c'est important de le rappeler. Mais en tout cas, même actuellement, Monsanto fait toujours des dégâts, tant au niveau de l'humus, avec notamment le fameux produit Roundup. Oui, tout à fait. Voilà. Et puis également, on peut parler de ce qui se passe en Inde, avec les champs de coton OGM, donc qui sont pas rentables, et il y a beaucoup de suicides d'agriculteurs indiens, donc qui n'arrivent pas à rentabiliser leurs champs. Parce que en fait le coton OGM on ne peut pas, Monsanto on va dire a ses propres graines et c'est eux qui fournissent effectivement ces graines là et ça ne peut pas être replanté, donc c'est à dire que l'agriculteur ne peut pas se servir de son champ actuel pour en replanter un autre, quand le champ est mort ou quand il faut changer ou mettre en jachère et changer de champ, on ne peut pas réutiliser. Et donc c'est vrai que souvent ça conduit à une faillite de l'entreprise et au suicide directement des agriculteurs. Donc là-dessus, Monsanto, c'est vrai qu'on a beaucoup de questions à se poser et c'est vrai qu'il faudrait favoriser plus les cultures associées que la monoculture. Tout à fait. Et cette question de l'Inde, on va l'évoquer avec Vandana Shiva, notamment, une femme féministe et bourrée d'initiatives actives. Mais avant cela, sur RVS, nous allons écouter une musique intitulée Roundup. Guillaume, comment l'as-tu découvert ? Eh bien, en recherchant sur Internet, il suffit de taper agroécologie, musiques qui sont liées, et puis on retrouve cette musique de Billy the Kick, qui s'appelle Roundup, et on connaît ce groupe en plus, puisque c'est celui qui a chanté « Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi ». Donc, allons-y pour cette musique. Et ça, vous l'entendrez nulle part ailleurs, je pense, et c'est sur RVVS 96.FM, www.rvvs.fr. RVVS, RVVS, RVVS. RVVS. Au Muro, vous écoutez RVVS.
Et vous l'aurez compris, vous êtes sur RVVS 96.fm, www.rvvs.fr. N'oubliez pas la page Facebook aussi de la radio, rvvs.fr. C'est le site internet, mais il y a également la page Facebook. Et c'est Reportage VIP en faveur de l'agroécologie dans le cadre du projet tutoré avec l'Université de Cergy-Pontoise, Théo et Sarah pour les licences commerce et tourisme international sont là pour parler de l'agroécologie. Tout à fait. On a écouté Roundup, fameux titre. Pas mal. Et on va reparler un peu des OGM pour clore cette page des OGM. Donc pour en revenir à l'agroécologie, donc pourquoi voudrait-on changer la culture intensive? On a également un pourcentage qui fait peur, car nous consommons entre 75 et 80% de produits transformés par des OGM. Donc une simple pomme, par exemple, va subir 36 traitements. De plus, selon une étude américaine, une corrélation entre les aliments contenant des OGM et une vingtaine de maladies a été prouvée. Donc je vais laisser Théo enchaîner avec ce qui nous empêcherait d'évoluer vers une culture agroécologique. Il est vrai qu'on peut parler de nos modes de vie qui sont très pressés. On a moins le temps de manger, moins le temps de consommer de façon écologique et durable. Et il faut aussi parler du problème qu'on a donc en Occident, en Europe, une baisse du pouvoir d'achat et de la croissance, ce qui ne nous permet pas de forcément acheter ou consommer des produits qui sont meilleurs pour notre santé, mais beaucoup plus chers pour notre portefeuille. Voilà. On peut favoriser le circuit court, mais il faudrait être sûr que justement dans ces circuits courts, les agriculteurs, les paysans ne se servent pas d'OGM, justement, ni de Roundup, ni d'autres produits qui pourraient endommager les terres, et notre santé par conséquent. On a également de grandes multinationales, comme on en a parlé précédemment, qui entretiennent une dépendance importante des consommateurs au modèle agricole industriel. Tout à fait. Donc c'est-à-dire que les politiques sont associés avec ces grandes multinationales. Ces multinationales ont le droit de veto sur une reconception des systèmes de production. Donc ça veut dire que au niveau mondial, il y a un blocage à cause de ces grandes multinationales. On pourrait justement produire de manière écologique et responsable, mais ça bloque. Ça bloque toujours. En effet. Ce qui fait peur également, c'est que quand on parle aussi des banques de graines, alors c'est comme Cocopelli en France, souvent ils agissent dans l'illégalité puisque les graines en fait sont considérées comme dangereuses en Europe et elles doivent être homologuées pour être commercialisées et donc c'est facilement 200 € par variété et par an et ça donne un droit de propriété à l'entreprise donc qui homologue les produits. Et on a quand même un problème là à ce niveau-là, puisque après les graines appartiennent à la société, elles ne peuvent plus être distribuées ou ne peuvent plus être commercialisées par d'autres personnes. Voilà, donc il n'y a plus d'individuel dans ce cas-là. D'accord. Ça veut dire un petit peu que justement les agriculteurs sont bloqués. Voilà, effectivement, puisqu'ils sont obligés de faire appel à des grosses sociétés pour pouvoir produire. Oui, c'est un cercle vicieux en fait. Tout à fait. On peut aborder justement maintenant le point de qui développe cette agroécologie en France et dans le monde. Donc je vais laisser Sarah prendre la parole. Donc l'agroécologie peut être soutenue à différents niveaux. Donc on a par exemple des associations telles que Agir pour l'environnement ou encore Good Planet qui vont mener à travers des campagnes de mobilisation citoyenne, également des événements de sensibilisation. Une bataille, on va dire, pour l'agroécologie. Exactement. On a également à l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, un rapporteur spécial pour le droit à l'alimentation du Conseil des droits de l'homme qui s'appelle De Schutter. Olivier De Schutter, qui donc fait bouger les choses au niveau, on va dire, international, mais il n'a qu'une tribune. Pour l'instant, il n'est pas ces conseils, donc qui disent qu'on peut nourrir la planète avec l'agriculture intensive mais écologique. Ne sont pas pris en compte par les grandes multinationales pour l'instant, ni par les pays. On a également les citoyens qui peuvent essayer d'agir à leur niveau, avec par exemple en cultivant par exemple leur propre potager ou en évitant de se mettre en danger en achetant des produits modifiés par des OGM. Vas-y. On avait également vu avec vous, Florent Benoît, cette façon de produire verticalement. Donc soit sur des terrasses en haut d'immeuble ou alors de produire dans tout l'immeuble
de façon à ce que justement la culture soit sur chaque étage. Donc on gagnerait aussi de l'espace finalement avec cette technique-là. Et non pas horizontal. C'est l'un des Voilà. grandes recherches, notamment aux États-Unis. Construire des tours. Donc il y a tout ce qui est architecture aussi qui est essentiel. Pour que les tours ne s'effondrent pas, c'est important. Parce que si les cultures sont trop lourdes, la tour ne va pas être assez solide pour maintenir le tout. Et c'est pour, entre guillemets, gagner de la place, ou une solution pragmatique à l'étendue des champs. Non plus de raisonner de manière horizontale, mais verticale. Et pour s'adapter aux villes, en fait. Exactement. On a donc ce problème qui se pose. Comment faire pour justement développer cette agroécologie? On a beaucoup d'associations, donc les acteurs que l'on vient de citer, mais il y a des personnes sur le plan international qui sont beaucoup plus écoutées. Donc on a l'exemple de l'indienne Vandana Shiva, cette dame qui est donc écologiste, écrivain et féministe indienne. Elle a reçu le prix Nobel alternatif en 1993. Donc ce prix Nobel alternatif, c'est donc une récompense pour son action d'urgence sur l'écologie et l'agroalimentaire dans le monde. On a également Pierre Rabhi, qu'on pourrait citer, qui est entre autres agriculteur, qui est d'origine algérienne. Oui. Il défend l'agroécologie dans les pays arides afin de mettre en place un mode de société plus respectueux, autant pour l'être humain que pour la terre. Voilà, il parle de la fin d'un dogme où la croissance infinie d'un monde fini est dépassée, c'est-à-dire qu'il est dans l'urgence de changer et reconsidérer le lien entre la terre et nous, donc valoriser la coopération entre les hommes, le bien des autres, donc c'est un peu ça l'agroécologie. Et en personne également, on a Leister Brown, qui est américain, agroéconomiste et l'un des penseurs du Grenelle de l'environnement. En tout cas, c'est Jean-Louis Borloo qui a lancé le Grenelle de l'environnement en France, qui a été inspiré à travers ses multiples actions. Et c'est un homme qui est né en 1934, donc c'est pour dire que ce n'est pas un thème uniquement d'aujourd'hui, l'agroécologie, mais ça a été longtemps réfléchi, longtemps anticipé, et malheureusement on se retrouve dans une culture de l'agriculture intensive qui est omniprésente, et on commence uniquement à se dire pourquoi pas trouver une autre voie. Et on a Pierre Rabhi qui s'est inspiré. Donc Pierre Rabhi qui a commencé dans les années 60, début 60. Bien avant mai 68 justement. Voilà. Et lui, il a été inspiré aussi à travers un livre notamment, La planète au pillage, un livre qui a été écrit en 1949 de Osborne, qui est un scientifique. Et donc, amis littéraires, vous pouvez également lire ce livre, La planète au pillage. Et pareil, il est en réédition puisqu'il n'est pas forcément récent, mais la prise de conscience, on l'a eu. Maintenant, il faut passer à l'action. Exactement, il faut passer à l'action. Ces personnes-là, comme Pierre Rabhi, comme Vandana Shiva, ils sont passés et il faut suivre ce mouvement sûrement. Je suis tout à fait d'accord. Et Pierre Rabhi, donc dans son livre et dans ses diverses actions, parlait que la nature est un bien matériel aujourd'hui. Que donc justement, elle n'est pas considérée comme mère nature, mais comme un bien matériel. Elle est pillée, comme vous avez dit. Et donc, c'est notre écosystème, nos écosystèmes qui sont en train de mourir. Et il faut laisser place à l'action. Et on peut recontextualiser, en tout cas, élargir le sujet. Même Stéphane Hessel, qui avait fait le fameux livre « Indignez-vous oui. », ça va également dans cette tendance. Le mouvement écologique, le mouvement vert, le mouvement d'une agriculture en respect de l'environnement. On peut que s'en indigner pour trouver ensuite des moyens, des voies parallèles. C'est pourquoi, notamment, le ministère de l'Agriculture en France est en faveur de l'agroécologie. Et effectivement, et puis d'un point de vue journalistique aussi, on peut parler du documentaire de Marie-Monique Robin qui avait été diffusé sur Arte et qui faisait le parallèle entre justement les cultures associées et les monocultures. Donc entre d'un côté l'assèchement de la terre et de l'autre côté, on va dire, cultiver plusieurs espèces végétales sur la même parcelle. Et ce qui peut favoriser la réduction des maladies et des parasites, puisque certains parasites sont attirés par d'autres plantes et laissent disons, les cultures
qui vont être importantes après pour les matières premières et donc pour les êtres humains. Les fertilisations d'une plante qui peut se faire par une autre, les rendements des cultures qui sont peut-être plus importants, justement quand on a cette culture associée. On a plusieurs exemples. On a l'exemple du piment qui est un répulsif pour de nombreux insectes et qui peut être cultivé avec du café, notamment en Colombie. Mais il y a aussi des cultures plus au nord qui peuvent associer maïs, haricots et courges. Et donc là, effectivement, on a aussi la réduction des maladies, des parasites, puisque certains parasites sont attirés par des plantes, enfin par certaines plantes, et pas par d'autres. Les moissons du futur, c'était le nom du documentaire. Très bon documentaire, ou sinon après vous avez Le Monde selon Monsanto, qui est un fameux très bon aussi, oui. Que vous pouvez consulter dans les meilleurs sites internet ou tout simplement les distributeurs de DVD. Voilà. On va également partir en musique dans Reportage VIP en faveur de l'agroécologie en musique cette semaine avec du jazz, parce que là aussi on peut écouter le jazz, mais on voit aussi que beaucoup de jazzman étaient réellement engagés. Je pense au cas de Louis Armstrong qui jusqu'à un certain temps refusait de s'engager. Il a passé le pas parce que c'était le temps de la ségrégation. Là on va pas écouter James Brown, mais est-ce que ce jazzman est engagé? En tout cas ça a l'air de faire grimacer, donc la réponse sera probablement négative, mais c'est pas grave. On aime également la belle musique dans Reportage VIP sur AES, et tout de suite c'est l'heure du retour gagnant. Le retour gagnant de cette semaine dans Reportage VIP, Guillaume, c'est... Eh bien, le retour gagnant est exceptionnel cette semaine, avec un des artistes les plus reconnus du jazz school, le trompettiste Chet Baker. De son vrai nom, Chesney Henry Baker, né en 1929 dans l'Oklahoma, d'un père musicien et d'une mère vendeuse en parfumerie. C'est d'ailleurs son père qui l'initie à la musique en lui achetant un trombone. Chet Baker l'échangera rapidement pour une trompette. Il apprendra à jouer au sein de l'orchestre scolaire de Glendale en Californie. Vient ensuite l'armée. Dès 1946, il se le retrouve à Berlin, où il joue dans l'orchestre de la 298e armée. C'est ainsi dans cette ville qu'il découvre à la radio Charlie Parker ou encore Dizzy Gillespie. Sa période à l'armée n'est d'ailleurs pas un long fleuve tranquille pour lui, puisqu'il passe par un bataillon disciplinaire, déserte, puis est finalement réformé. Il faut avouer que le jeune Chet Baker est accro à la marijuana, mais pas que. Après sa révocation en 1951 et après avoir étudié l'histoire de la musique et l'harmonie au El Camino College, il deviendra une star montante du jazz en jouant tout d'abord avec Stan Getz, puis Charlie Parker, qu'il prendra sous son aile. Il rentre ensuite dans le quartet du saxophoniste Gary Mulligan en 1953, année de sa première arrestation pour détention de stupéfiants. L'année suivante, il est consacré trompettiste de l'année. Il poursuit ensuite sa carrière entre les États-Unis et l'Europe, où il signe avec le label Barclay et où il rencontre beaucoup de musiciens qui feront évoluer son jeu. L'Europe, eh bien, c'est un endroit qui lui plaît parce que le public y est notamment plus réceptif. Il est de nouveau arrêté en 1957 aux États-Unis pour détention de stupéfiants, de nouveau, ce qui ne l'empêche pas d'être créatif. Il enregistre en 1958 le très bel album Chet, avec notamment le pianiste Bill Evans. Sa dépendance aux drogues le rend néanmoins fragile et en 1966, il est agressé par des dealers californiens qui lui cassent les dents et lui fracturent la mâchoire. Il doit alors tout réapprendre, la vie, la trompette, et jouer avec un dentier est pour lui au départ un vrai supplice. Il lui faudra tout simplement 3 ans pour revenir sur scène, temps durant lequel il travaille comme pompiste. Il reprend ensuite sa carrière et ses tournées entre Europe et États-Unis, un vieux continent où il ne cesse de faire des rencontres de jazzman comme Philippe Catherine ou encore le contrebassiste Jean-François Jenny Clark. C'est d'ailleurs en Europe que sa vie prend fin, plus précisément à Amsterdam en 1988, où une perte d'équilibre due à une consommation excessive d'héroïne et de cocaïne provoque sa chute de la chambre de son hôtel. Un film qui retrace sa vie a été réalisé par Bruce Weber. Son titre Let's Get Lost, comme le titre du premier album de Chet Baker. Une histoire telle qu'on peut en lire dans les romans noirs. Le contrebassiste, d'ailleurs italien qu'il a rencontré et qui a joué avec lui, Riccardo Delfra, dira à son propos: la perfection, on le sait, n'existe pas, mais lui, quand il joue,
Il en est très proche. On va pouvoir vérifier ça tout de suite avec Chet Baker et le titre Alone Together. Dans l'Ouest parisien, vous écoutez RVVS. Si on n'abandonne pas les pratiques agricoles actuelles, par exemple, on ne pourra plus subvenir à nos besoins alimentaires à partir de 2050. On le sait, pourtant on continue de détruire la source même de la vie. Vous êtes l'un des pionniers de l'agroécologie, vous développez de nombreuses structures dans le monde autour des idées d'autosuffisance, de respect de la terre et de l'homme, de solidarité. Bref, tout le contraire de ce vers quoi tend la société à chaque seconde qui s'écoule. N'êtes-vous jamais découragé ? J'ai eu mes phases de découragement, mais à un certain moment, vous dites, je fais le constat des faits, donc je ne les édulcore pas. Ces faits sont des faits, et il y a le monde, et il y a mon monde. Il y a le monde que je peux construire moi, et dans ce monde qui est le mien, eh bien, il n'y a pas ces horreurs. Et donc, je tente la cohérence avec moi-même. Et c'est tout ce qu'on peut faire. Autrement, il n'y a plus qu'à se supprimer. Se supprimer pour sortir en quelque sorte du cirque, de ce cirque dans lequel nous sommes prisonniers. Il n'y aurait pas d'autre solution que de le quitter volontairement, ou alors d'ajouter à la violence encore plus de violence. C'est malheureusement ce que nous faisons, c'est-à-dire que nous exacerbons la violence pour finalement la fuir. L'activité qui vous grise, en toute sobriété bien sûr, travailler dans votre jardin, produire vos légumes, retrouver la cadence juste. Qu'est-ce que c'est exactement la cadence juste ? C'est celle de la nature ? C'est celle du corps humain même qui obéit à un rythme sans doute lié à celui de la nature et qu'on tait trop souvent ? Oui, c'est-à-dire que je n'apprends rien à personne en disant que nous sommes quand même notre organisation. L'organisation de notre vie est fondée sur la frénésie, c'est-à-dire sur un temps suractivé. D'ailleurs, la formule ne pas perdre de temps, gagner du temps, etc. Même dans les stades, on a la victoire sur 1/10 de seconde, quitte à faire exploser ses poumons, mais enfin, on a quand même la victoire sur 1/10 de seconde. Mais bien en évidence que notre rapport au temps est un rapport pathologique et quand je vais dans mon jardin, j'ai renoncé à beaucoup de choses, sauf à mon jardin. J'ai dit le jardin est non négociable. Pourquoi ? Parce que quand je sors de cette frénésie, eh bien, ça me fait sortir de cette frénésie. Et cette espèce de tranquillité avec laquelle les processus se font, de germination, la plante qui pousse, le plant de tomate, mettons, qui s'épanouit, il le fait à sa cadence. Bien sûr, je peux utiliser des artifices pour accélérer, mais on retrouve la cadence juste. Et cette cadence, paradoxalement, non seulement on la trouve bien entendu dans le cycle des saisons et tout cela, le temps, le froid, le chaud, etc., mais on la trouve en soi-même. C'est-à-dire, si on écoutait un peu plus son cœur, on se rendrait compte qu'il est cadencé. Et que tout est cadencé en nous. Notre système digestif est cadencé, tout. Nous sommes en quelque sorte une entité biologique cadencée. Et le problème aujourd'hui, c'est quand on a du stress, etc., c'est qu'on outrepasse en quelque sorte la cadence juste pour aller vers la cadence artificielle du temps argent, du temps qu'il ne faut jamais perdre, qu'il faut toujours gagner, qu'il faut toujours, etc. Et donc, du coup, s'il y a aujourd'hui des stress et quelquefois des grands mal-être, c'est lié aussi à cette notion du temps suractivé et qui évidemment traduit une frénésie à laquelle nous essayons de répondre en inventant des machines qui puissent nous faire supporter la frénésie sans se poser la question, pouvons-nous éradiquer la frénésie ? Devenu un transmetteur, et dont je disais, qui est demandé en conférence dans de nombreux pays, oui. À partir du livre, et j'imagine d'autres de vos écrits par la suite, à un point où, à un moment donné, vous êtes même reconnu, donc là on est encore un peu plus tard, on est vers 1988, quand vous êtes reconnu comme expert international oui, par les ça. Nations Unies. En quoi ça consiste, être expert international pour la sécurité alimentaire et la lutte contre la désertification ? Vous savez que c'est une problématique gigantesque. Vous comme moi, moi j'ai bien déjeuné, je suis satisfait. Mais il faut jamais oublier qu'il y a de nombreux êtres humains
nos semblables pour qui un repas est un problème, est un énorme problème. Et c'est une réalité, c'est-à-dire que c'est pas une fiction, c'est pas une histoire de cinéma, hein, c'est une histoire réelle que des êtres humains partageant la même planète que nous, eh bien, pour eux, exister, c'est une sorte d'enfer, et c'est un problème de survie presque au quotidien. Et ils voient parfois leurs enfants naître, mais pour mourir d'agonie, agoniser de faim ou de maladie ou autre chose. Donc, on ne pouvait pas simplement se replier sur son petit bonheur et se dire, surtout peut-être mon origine africaine y a contribué aussi, se dire, il y a peut-être à aider ces gens-là, mais c'est pas l'aide humanitaire, c'est-à-dire qu'on pille les pays, on leur prend ce qu'ils ont avec la complicité de leurs États corrompus, et puis après on leur renvoie des sacs de riz pour dire, vous voyez comme nous sommes généreux. Donc c'était le problème pour moi, c'était abolir l'humanitaire par l'humanisme. L'humanitaire étant un alibi, disons, du genre pompier pyromane, l'humanisme, c'est au contraire pour moi un souci profond d'être soucieux profondément du bien-être de nos semblables et créer une équité, un partage qui puisse finalement nous honorer tous par cette non pas charité, mais par cette déontologie qui nous amène à dire nous ne pouvons quand même pas tout accaparer et puis laisser prendre le bien des autres et en même temps les laisser mourir de faim. Donc c'était l'engagement de l'agroécologie en 81. 96.fm, www.rvvs.fr et ces reportages VIP en faveur de l'agroécologie dans le cadre du projet tutoré avec l'Université de Cergy-Pontoise, Théo et Sarah pour les licences commerce et tourisme international sont là pour parler de l'agroécologie. On voulait reparler justement de Vandana Shiva, donc cette femme indienne écologiste et qui a remporté ce prix Nobel alternatif en 1993. Il faut savoir qu'elle dirige la Fondation de la recherche pour la science, les technologies et les ressources naturelles. Elle lutte contre l'introduction des OGM, donc elle a favorisé le développement et la conservation de la biodiversité naturelle et culturelle, notamment au Mexique, donc avec les techniques de culture mixte que vous avez évoquées tout à l'heure sur le maïs, le haricot et la courge. Pour en revenir aux acteurs, on peut également avoir le Grenelle de l'environnement qui au niveau national va mettre en place des plans tels que Ecophyto 2018 qui aura pour objectif la baisse de 50% des produits phytosanitaires, donc pesticides, et de retirer certains produits du marché contenant environ 53 des substances les plus inquiétantes. Également, le ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt a plusieurs plans d'action. Donc, il veut former les agriculteurs, il veut favoriser les dynamiques collectives, réduire l'usage des pesticides, utiliser des méthodes naturelles pour protéger les végétaux et favoriser la régénération du humus. Il veut également, au niveau bovin, réduire les injections d'antibiotiques vétérinaires. Donc sur 5 ans, ils voudraient une baisse de moins 25%. Ils veulent également encourager l'agriculture bio et sélectionner les semences adaptées et ne pas utiliser des produits qui pourraient être très dangereux pour la terre et surtout très dangereux par la suite pour l'humain. Donc on a vu pourquoi on devrait changer la culture intensive et qui sont les acteurs de l'agroécologie. Et maintenant, nous allons voir est-ce qu'il est possible de nourrir le monde avec l'agroécologie. Tout à fait. Donc dans le futur, il y a une prévision d'augmentation des êtres humains sur Terre. Donc par exemple, d'ici 2050, on prévoit environ 9 milliards d'êtres humains. Donc du coup, le besoin de culture sera encore plus important et l'agriculture dite moderne épuise les ressources de la Terre et crée une rupture avec les équilibres naturels. Donc pour nourrir le monde, il faut donc produire plus, mieux et si possible avec moins. On pourra alors parler d'agriculture écologiquement intensive. Celle-ci reste un projet ambitieux, mais réaliste, basé sur 8 domaines de recherche, donc de nutrition et protection végétale, l'outil et machine, nutrition et santé animale, la gestion de l'eau dont on a parlé précédemment, la préservation des sols, également la biodiversité, la valorisation de la biomasse et également le bâtiment d'élevage et l'énergie. Tout à fait.
Donc on a des projets agroécologiques qui ont montré une augmentation moyenne des rendements dans 80% de 57 pays en développement. C'est-à-dire qu'on a vraiment une amélioration. Il y a également une augmentation qui a une moyenne faramineuse de 116% pour tous les projets africains. Donc l'agroécologie est une démarche attentive aux phénomènes biologiques qui combine développement agricole et protection, voire régénération de l'environnement naturel, ce qui est un point positif pour pouvoir nourrir plus de monde. Voilà. C'est réaliste, c'est une notion réaliste. On pourrait produire, si on changeait nos façons de on pourrait changer nos façons de produire si on adaptait donc un système beaucoup plus écologique, beaucoup plus respectueux. Et on a des exemples concrets comme à Madagascar en transplantant le riz très tôt et surtout en le faisant pousser sans eau. C'est possible. Voilà, on peut multiplier les rendements par 4 voire 8 sans aucun engrais ni pesticides. Donc on ne parle pas là d'OGM, mais on peut vraiment faire pousser le riz sans eau naturellement. C'est une technique qui a été appliquée. Voilà. Il y avait également les taxis verts. Alors on repart du côté du transport, de la mobilité, parce que c'est également lié. On a vu à travers l'exemple de Pierre Rabhi que c'est pas uniquement de l'agriculture, mais c'est un mode de société. Exactement. Il faut transformer la société pour transformer l'agriculture. Et est-ce que les taxis se transforment au vert? Parce que les exigences en termes de développement durable sont plus que pressantes. La maison brûle, c'est une citation qui date de 97 à Kyoto de mémoire. Et on a vu l'échec de Copenhague depuis. Les taxis, est-ce qu'ils prennent l'initiative ou est-ce qu'ils subissent cette réglementation verte? Oui, Florent, pour répondre à ta question, donc moi je vais te parler des taxis G7 déjà. Donc ils sont 7500 taxis affiliés à l'heure actuelle. Et Taxi G7 possède une majorité de taxis Green Cabs en ce moment. Alors que ce projet est en application depuis 2009. Quoi. Et je tiens à ajouter qu'en sélectionnant un Green Cabs lors de votre commande par téléphone ou web, vous faites un geste parce qu'une partie des bénéfices sont reversés à l'association The Cold Standard qui contribue à l'accès à l'eau potable au Kenya. Et puis voilà, ce n'est pas seulement un but écologique, mais c'est aussi un but humanitaire dans toute cette histoire. Ce qui est amusant, c'est que les taxis bleus, comme on les appelle, maintenant ils se font appeler en sous-catégorie taxis verts parmi ceux-là, donc les taxis verts, parce qu'ils ont des véhicules hybrides. Effectivement, Jean, oui. Donc, oui. Hein? Je tiens à ajouter qu'en fait, les taxis verts, c'est une compagnie de taxis à barre. Mais en fait, elles sont regroupées avec... Ils font partie des taxis bleus quand même. Bon, il faut se repérer, c'est tout un monde, les taxis. Néanmoins, c'est un peu normal de parler de taxis bleus à la place de taxis verts, puisque en Allemagne, on ne parle pas d'écologie verte, mais on parle de voitures bleues. Les blue cars notamment. Honoré, ça c'est une réalité. Hein. Ce raisonnement centré sur la France peut être assez néfaste et c'est pour ça qu'il faut recentraliser. Hein. La couleur bleue est également liée à l'environnement. Hein. On appelle aussi la planète bleue la Terre. Hein. Et rappelons aussi, pourquoi pas, que 50% de la planète, 50% est occupée par l'océan Pacifique, qui représente pas énormément quand on voit la carte de Mercator sur un planisphère. On prend toujours la même, toujours la géostratégie avec les théâtres du monde, l'Occident, le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Est. C'est également intéressant de voir les représentations du monde. Et rappelons que 50% de cette planète Terre, c'est l'océan Pacifique. Hein, c'est bon à rappeler, alors que la carte de Mercator fausse cela. Et c'est également ça l'agroécologie, c'est l'effet de société. À travers vos recherches, Théo et Sarah, est-ce que pour vous ça a été intéressant de travailler sur ce thème qui au final représente une vérité ou un chemin de société? Oui, c'était très intéressant étant donné que l'agroécologie n'est pas forcément connue ou reconnue. À la base, j'ai appris beaucoup de choses, on va dire, en réalisant ce sujet.
Oui, moi je pense que c'est une très bonne chose d'en parler à la radio et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes qui sont informés par ça. C'est une chose, on peut paraître marginaux en fait, alors que, pardon, marginal ou marginaux au pluriel, mais en fait c'est une façon de changer le monde. Après, on va dire qu'on est utopique, qu'on veut reproduire Woodstock, mais non, en fait, on est beaucoup plus ouvert. On veut simplement changer nos modes de vie parce que on pense aux générations futures. Alors, on va dire qu'on est vieux avant l'âge, alors qu'on a la vingtaine d'années, mais je parlerai plus de conscience humaine pour le futur. Et des personnes comme Pierre Rabhi, Vandana Shiva donnent des exemples. Après, c'est à nous au quotidien, au jour le jour, de répandre l'information et de dénoncer les dérives et les abus qui peuvent être créés par des grandes multinationales. Et il y a également ce rôle de colibri, Guillaume, de Pierre Rabhi. Le connais-tu ? Effectivement, on connaît l'histoire. On va peut-être la raconter. C'est important. Alors, ça se passe en Amérique du Sud, justement, là où on est en train de déboiser, notamment au Brésil, la forêt amazonienne. On a un feu assez important, gigantesque, et tous les animaux de cette forêt fuient l'incendie ou regardent, mais ne font rien, ne participent pas à l'extinction du feu. Et donc il y a ce petit colibri qui, goutte après goutte, essaye d'éteindre le feu, et puis à un moment il y a un animal qui arrive et puis qui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu vas pas réussir à éteindre le feu tout seul !» Et donc le petit colibri dit « Oui, mais moi je fais ma part !» Et donc, on peut tous effectivement prendre cette place et tous faire notre part pour aider à ce qu'il y ait justement un monde meilleur. C'est vrai que c'est un peu bateau ce que je viens de dire, mais un monde plus intéressant où tout le monde pourrait manger à sa faim déjà, où tout le monde pourrait boire également, puisqu'on a parlé de l'eau, de la gestion de l'eau, etc. Donc, dans des pays africains, beaucoup meurent également de soif, et donc c'est important à rappeler. C'est la prise de conscience, ça se fait pas chez l'autre, mais d'abord chez soi, pour montrer l'exemple. Et puis, on sait que la planète Terre, il y a de moins en moins de ressources, et on confiera aux générations futures une planète où ils vivront moins bien. Est-ce qu'on laisse faire, en tant que citoyen et habitant de la Terre, ou est-ce qu'on essaie... comme le colibri, à notre petit niveau, d'essayer d'améliorer cela pour confier une planète meilleure. En tout cas, vous l'aurez compris, vous n'entendrez pas le sujet, le zapping télé sur le forage en Antarctique, mais ça sera la semaine prochaine ou dans 2 semaines. On verra, puisque la semaine prochaine, on va parler de la Mongolie également. Tout à fait. Avec nos collègues. Nos collègues de l'université. Est-ce que vous avez déjà quelques informations sur la Mongolie ? Alors oui, elles vont développer plusieurs sujets. Après, c'est vrai que c'est elles qui ont le plus travaillé sur ce sujet-là. Il faudra... ça reste une surprise, on va dire. Ça reste une surprise. Elles vont vous surprendre sur cette radio. Avec de la belle musique en plus. Tout à fait. De la belle musique mongolienne, exactement. Voilà. Wes, les rendez-vous RVPB ? Oui, pour les rendez-vous RVPB, vous pouvez écouter ce soir la chronique de Myriel à partir de 21h. Et... Jean-Oui, il y a une émission spéciale Sadam ? On reviendra mardi sur les 3 ventes aux enchères qu'il y a eu à Paris et sur Rétromobile. Ok. Bon, en fait, là, je poursuis avec l'émission We Have a Smile tous les mercredis à partir de 18h, présentée par notre blogueuse Anaïs. Et puis, à 21h30 le mercredi, vous pouvez écouter également émission... Psycho Perso présenté par Vanessa Baudouin. Et le jeudi, nous avons Jérôme qui présente émission Musique Online. C'est-à-dire que dans cette émission, il présente les titres des artistes RVPB de notre association. Et le vendredi, vous avez émission Culture Roots à partir de 21h, présentée par Guillaume, présent à la régie ici même. Oui, effectivement, l'émission que vous pouvez écouter de 21h à 22h. Un petit rendez-vous pour demain, on sera sur le salon de la gastronomie, demain matin, donc, qui est organisé par notre partenaire Nice Expo, avec Babette de la Rosière, qui est un restaurant pas très loin. Hein. La gastronomie bio, et Babette, voilà. elle est à Maule. Oui, on la salue. À Maule, tout à fait. Pardon. Donc demain, elle sera à Paris, hein, Porte de la Villette.
Parlons également de RVVS, puisqu'on est à l'antenne sur RVVS, voilà. On le rappelle, 96.2. Une émission de semaine, on peut écouter du lundi au vendredi à partir de minuit. Vexin Douceur pour terminer la nuit, pour commencer la nuit en douceur. Oui, je tiens à préciser, j'ai pas tout cité parce qu'il y a 38 émissions par semaine, mais vous pouvez nous joindre sur notre page Facebook et Twitter VIP Radio Online, et ainsi que sur notre site www.vipradioonline.fr. Pierre Rabhi l'a dit, hein, pas de stress. Pas de stress, il faut tout simplement gérer la cadence naturelle. Et à partir de 14h sur RVS, vous allez écouter un hommage à Yves François, décédé en janvier dernier. Il a été particulièrement impliqué dans la vie associative locale, notamment auprès de l'APF. On entendra l'APF qui lui rend un témoignage assez poignant, assez fort. Et l'association aussi Valentin Oui, avec sa femme que l'on salue. Vous allez entendre une émission aussi consacrée à l'une des personnes qui a été à la radio, en tout cas membre actif de RVVS au sein de l'émission Route des Hommes. Puis à partir de 15h, reportage VIP ne sera plus là, mais va écouter avec passion une émission littéraire, les spéciales de RVVS, c'est avec Monique cette semaine qui reçoit Guillaume pour parler de William Shakespeare, considéré comme l'un des poètes, dramaturges et écrivains anglais les plus grands de ce monde. Vous l'aurez compris, restez connectés sur RVVS. Merci à Théo, merci à Sarah. Merci à vous. C'était un plaisir. C'était un plaisir. Et on salue également toute l'équipe de l'université de Cergy-Pontoise qui est toujours actif, en tout cas en tant que colibri. On essaie à chaque fois d'éteindre le feu et de contribuer à une situation sociale la plus saine possible. Et on va écouter une dernière musique pour la passerelle avec Route des Hommes. Real Change, vous l'aurez compris, au-delà de l'agroécologie, on parle également de société.